Visage de la capitale du Nord. Élade, Venise, Palmyre. Rêvé par la Neva et la belle ville qui s'éleva au-dessus de ses eaux pendant 1 siècle et demi. Je vous attends sur le quai du Palais, en face du Palais d'hiver. Le palais a été construit au milieu du XVIIIe siècle par Francesco Bartolomeo Rastrelli, né en Italie. Il a passé son enfance à Versailles, auprès de la cour de Louis XIV. Saint-Pétersbourg a fait de lui un grand architecte. Les historiens de l'art classent ces palais et le couvent Smolny parmi les monuments architecturaux du patrimoine mondial. Admirez le palais, je vous en prie. Il y est habitué. Il le mérite, n'est-ce pas? Le palais est vivant. Ses colonnes courent comme les ondes du fleuve coulent. Le palais est proportionné à la Neva. Il s'amuse avec la belle Neva et par sa beauté, l'apprivoise à la ville. Rastrelli a construit ce palais pour Élisabeth, la fille du tsar Pierre le Grand. Mais ce fut une autre impératrice, Catherine II la Grande, se considérant l'égale de Pierre Ier, qui fut amenée à aménager ses appartements luxueux, au décor doré. Son fantôme erre encore dans les bâtiments situés sur le quai du palais. Suivons le quai le long du palais d'hiver, jusqu'au pont de l'Ermitage jeté au-dessus du canal d'hiver. Je reprends mon récit. C'est Jean-Baptiste Valin de Lamotte, un architecte français, qui a conçu le petit Ermitage. Il est venu de Paris pour se mettre à la tête de l'Académie des Beaux-Arts de Pétersbourg. Mais il n'y est pas resté longtemps. Son indépendance d'esprit a déplu à l'impératrice. Ce fut bien rarement le cas. Le plus souvent, les architectes y passaient toute leur vie. La Neva et la ville ne les laissaient pas partir. Un jardin suspendu se cache derrière la façade du petit Ermitage. Catherine la Grande, qu'on appelait aussi Sémiramis du Nord, se promenait parmi les oiseaux chanteurs, les arbres coupés plantés dans des seaux en bois, les arbrisseaux, les fleurs, les sculptures et les fontaines. Le bâtiment suivant est le Grand Ermitage. Il fut construit pour que l'impératrice et ses invités puissent contempler les tableaux et les sculptures acquis en Europe pour la collection de Catherine. À travers les fenêtres de l'Ermitage, l'impératrice avouait dans ses lettres qu'on sent les yeux du gouffre se poser sur nous. Catherine devinait les mystères incompréhensibles, menaçants, que cachait la beauté de la Neva et de la ville. Une galerie d'arcades est jetée sur le canal d'hiver. La galerie relie le Grand Ermitage au théâtre de l'Ermitage construit en 1783 par Giacomo Antonio Quarenghi. Est né dans la province de Bergame, au nord de l'Italie. Ici, dans la capitale du nord de la Russie, il est devenu l'un des premiers architectes classicistes qui, dessinant portiques et colonnades, créait le nouveau monde de la simplicité noble et de la majesté calme. Ce monde a transfiguré le peuple russe.
en formant sa sensibilité et en lui inculquant le sens civique. On dirait que Catherine ne soupçonnait pas à quel point de pareilles transformations étaient dangereuses pour les autocrates russes, de même que pour le peuple russe. Ce danger, l'heure des changements viendra, et ces transformations démontreront que l'esclavage dans un pays lettré est un crime. Descendons vers le fleuve, s'il vous plaît. Arrêtez-vous sur le palier inférieur, juste à côté de l'eau. Installez-vous, et là-bas, rallumez votre baladeur. Je vous présente deux acteurs principaux du spectacle architectural que l'on donne sur les rives de la Neva depuis déjà 3 siècles. Le premier acteur principal est la forteresse Pierre et Paul, dans l'îlot Zayachi, au centre du delta de la Neva. Le chantier de la forteresse a été ouvert sur ordre du tsar Pierre le 27 mai 1703. Ce jour est considéré comme la date de naissance de Saint-Pétersbourg, qui a 300 ans. Attention, on est toujours surpris par ce que l'architecture raconte. Une longue ligne de bastions, de courtines, de ravelins. Il garde le silence dont la terre est avide. Une verticale harmonieuse, surmontée d'une flèche dorée, s'élève à la hauteur de 122 mètres et demi. Elle symbolise l'élan du peuple russe vers le ciel. Le jeu des coupoles adoucit le contraste entre le ciel et la terre, et on découvre ce tableau divin, la vérité des origines de Saint-Pétersbourg. Les premiers constructeurs de la belle ville croyaient que le nouveau était sans doute le meilleur. C'était une illusion, une utopie, un rêve, mais c'était une foi radieuse. Le deuxième acteur principal du spectacle sur la Neva est l'ensemble de la pointe de l'île Vassilievski. Pendant 100 ans, la ville attendait que la pointe de l'île Vassilievski trouve son thème artistique. Thomas de Thomont et Adrian Zakharov ont trouvé la poésie qu'il y a à faire reposer un temple sur la proue d'un navire. Un spectacle fantastique se déroule sur la Neva, ne trouvez-vous pas? Ici, le fleuve sert de parterre, avec les meilleurs fauteuils pour les spectateurs. Les îles étant les plateaux scéniques, où les ensembles architecturaux sont des acteurs qui parlent de l'impossible. À Saint-Pétersbourg fut réalisé un idéal esthétique du classicisme, l'unité dans la diversité, l'unité du ciel et des eaux, dans la diversité des ensembles des îles qui flottent vers la mer, vers l'éternité. La première incarnation de l'idéal esthétique fut le Parthénon de l'acropole d'Athènes. Dans le temple, construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, la beauté austère fut exposée au monde et portée à la perfection inaccessible. Elle se mit à troubler les gens. Dans l'histoire des Terriens, il y avait un certain nombre de monuments évoquant l'image du grand temple. La philosophie hellénique de la beauté, par sa force créatrice, a donné naissance au siècle d'or de la culture russe. L'acropole d'Athènes
est un symbole de l'union du ciel et de la terre. Saint-Pétersbourg est l'incarnation de l'union du ciel et des eaux. Ville magnifique, évoquant un conte de fées, un rêve, elle ose affirmer que le paradis sur terre est possible. Le serait-il donc ? Revenons sur le quai du Palais, et en passant par l'arc de l'Ermitage, nous longeons le canal d'hiver jusqu'au pont Pevchesky. Si vous avez de la peine à traverser la route, je vous attends. Derrière l'arc commence le Pétersbourg de Pouchkine. Ici demeurent les ombres des héros de Pouchkine. C'est ici que Lise, héroïne de la tragédie La Dame de Pique, attend son bien-aimé Hermann, qui ne viendra pas. Il ne viendra pas, car il est envahi par une autre passion, le jeu. Et il meurt, lui dans une maison de jeu, elle ici même, se précipitant du haut des marches de l'escalier, tout droit vers l'éternité. Les eaux comme le temps coulent, mais elles n'oublient pas le passé. Sur le mur gauche, on voit un fragment de la façade de l'ancien palais d'hiver de Pierre le Grand, qui a donné son nom au canal d'hiver. Le mur droit est le nouvel Ermitage, appelé Muséum impérial, érigé en 1852 d'après le projet de Leo Klenze, l'un des plus grands architectes allemands. Si vous n'avez pas encore vu les Atlantes, tournez dans la rue Millionaya et puis ne manquez pas de revenir au canal d'hiver. Pour comprendre le mystère de la place du Palais, il est nécessaire de suivre l'itinéraire proposé. Si vous avez gagné le deuxième pont de l'Ermitage, ne manquez pas d'y monter. Regardez devant, derrière, à droite et à gauche, pour répéter après Théophile Gautier, Venise, la vraie Venise. Théophile Gautier est un écrivain français du milieu du XIXe siècle, dont l'opinion fut estimée dans toute l'Europe. Personnellement, je ne contredis jamais les grands penseurs, mais je vous laisse libre de réagir. Nous allons passer un autre pont, d'une largeur extraordinaire, étendu devant l'école de chant. C'est le pont Pevchesky. Parvenu au pont, rallumez votre baladeur. Nous n'en sommes pas encore à l'heure des adieux. Mettez-vous au centre du pont Pevchesky et fixez votre attention sur l'arête de l'édifice qui s'étend le long du canal vers le fond de la place. Le premier ensemble est le bâtiment du ministère des Affaires étrangères. L'autre, c'est l'état-major, érigé en 1829. L'auteur de cet édifice est Carlo Rossi, un architecte éminent de Pétersbourg. Regardez encore une fois l'arête et marchez doucement, lentement vers la place du Palais.
L'arête du bâtiment est la première vue qui s'ouvre sur le Sahara pétersbourgeois. Les Pétersbourgeois appelaient Sahara 3 places se succédant dans le centre de la ville. Imaginez la place du palais sans état-major, ni colonne d'Alexandre. Devant l'amirauté, une place déserte, sans tilleul. Et une place devant la cathédrale Saint-Isaac, dont la construction dura une centaine d'années. Grondait la poussière dans le Sahara pétersbourgeois, dont la vacuité semblait insurmontable pour l'homme. Ce n'est que l'infanterie, marquant le pas, et la cavalerie qui aurait pu y passer. Êtes-vous sûr d'être parvenu à la place ? Ce n'est pas le désert qui s'étend devant vous. C'est un mirage, nommé la Palmyre du Nord, qui surgit dans le désert. Palmyre est une ville de colonnes édifiée par les Romains au début de notre ère, dans les sables du désert d'Arabie. Les rues, les places, les théâtres, les sanctuaires sont orientés selon des axes. Sur les axes principaux se trouvent des portiques monumentaux, des arcs de triomphe. Des colonnades transforment les places et les rues en salles solennelles et en galeries. Aujourd'hui, Palmyre est devenue l'ancienne ruine qui rêve de sa puissance d'autrefois. Des rêves pareils ne disparaissent pas en un jour. Les ruines sont éternelles. Alors, ces rêves survolent la terre en recherche du génie du lieu qui leur permet de s'y réincarner. La ville des colonnes, créée par le peuple russe sur les vastes espaces du delta de la Neva, est l'image d'une telle incarnation. L'ensemble de la place du Palais est le troisième des acteurs du spectacle architectural joué sur la Neva. Examinons les bâtiments de l'ensemble dans la succession temporelle. Vous pourrez allumer, éteindre le baladeur à votre gré. Le premier dans cette succession fut le Palais d'hiver de l'architecte Francesco Bartolomeo Rastrelli. En Russie, les guerres se sont toujours succédé. L'édification de ce palais splendide fut très importante pour l'État. En 1761, les principaux travaux de construction furent achevés. À l'intérieur du carré du palais se cache une vaste cour d'ambassadeurs. Une baie arquée aux portes dentelées donne sur la cour. 2 rangées de colonnes corinthiennes séparées, doubles et triples, longent les façades du palais. Les colonnes se succèdent en alternance avec les fenêtres richement ornées. Les colonnes sont surmontées de couronnes ou de courbures des entablements. Les sculptures s'élèvent au-dessus des rangées de colonnes. Les dieux se dressent sur les socles de la balustrade. Les dieux reposent sur les frontons. Les dieux scrutent la ville surgie du désert. Le palais représente la fête des colonnes danseuses. Gloire à la Russie. Oh oui, gloire à elle. Et ce n'est pas seulement le décor qui donne à la Russie toute l'assurance de sa gloire. C'est aussi le ton des murs du palais, jaunes à l'origine, afin d'évoquer la sensation des rayons du soleil. Rendons gloire. Ô colonnes, ô décors dorés, ô rêves majestueux de ceux dont le destin est de régner. Hélas, l'impératrice Élisabeth décéda avant que la construction du palais fût achevée. Le chef-d'œuvre de Rastrelli trouva une nouvelle vie en transformant ses intérieurs,
selon le rythme de l'alternance des gouvernements de la famille Romanov. Maintenant, ces appartements abritent les collections de l'Ermitage qui occupaient auparavant quelques enfilades dans les bâtiments spécialement construits pour l'occasion. Tournez-vous. Voici le second participant de l'ensemble représenté, l'état-major général de Carlo Rossi. Après la Grande Guerre patriotique de 1812 et la défaite de Napoléon, une construction grandiose se déroula à Saint-Pétersbourg. On en devine aisément le but. La beauté de la capitale russe doit correspondre à sa grandeur. Rossi est à la tête de la commission esthétique. Puisque n'importe quel défi est à sa hauteur, il peut donc aligner dans la perspective de la place du Palais une rue qui y est pourtant oblique. Comment faire ? Approchez-vous et regardez, et puis rallumez votre baladeur. Voyez-vous ? Il suffit d'ajuster les arcs, les uns par rapport aux autres, selon un certain angle. Cinq arcs, joints par des cintres, ce sont les accords qui commencent la 5e symphonie de Beethoven. Ces arcs enserrent une foule par la masse énorme de leurs voûtes. Ils orientent les marcheurs selon l'angle nécessaire, d'une manière imperceptible, et les conduisent ainsi vers la place, en leur offrant une vue majestueuse, typique de Saint-Pétersbourg, là où tout arrive, surtout l'impossible. L'arc de l'état-major est un monument en l'honneur des victoires de la Grande Guerre patriotique de 1812. Convenez que l'architecture a remporté des victoires non moins importantes. Depuis plus d'un demi-siècle, cette place est dominée par le palais d'hiver construit par Rastrelli. On ne pourrait envisager l'idée même qu'une autre construction puisse rivaliser avec cet ouvrage. Mais de quelle rivalité s'agit-il ? Il n'existe pas de rivalité entre ceux qui possèdent un don divin. Les colonnes corinthiennes de Rastrelli scandent un rythme d'orgue. Rossi souligne l'axe principal par l'arc de triomphe. Il renforce son retentissement à l'aide de sous-fifres, les mêmes colonnes corinthiennes. Deux ailes en résultent, contenant un ensemble, et ne le laissent pas partir pour la joie de l'état-major et celle du palais d'hiver. Voici l'absolu de la beauté. Voici un chef-d'œuvre du génie civil. L'œuvre est accomplie. La place du palais est apparue. Son architecture est marquée du sceau des deux plus belles réalisations, le baroque russe et l'empire russe. Au-dessus de l'arc de l'état-major, les légionnaires romains entraînent le chariot de la gloire de l'Empire à travers des espaces-temps terrestres infinis. Détournez votre regard du chariot, figé sur la tique de l'arc, et ne le regardez plus. Sinon, les légionnaires romains atteindront malgré tout leur but, et 6 chevaux gigantesques feront tomber leurs sabots de bronze, là où se trouve la dernière marche, dans un ravin. Et la gloire tombera alors dans l'infamie. Vous n'avez pas peur ? Vous connaissez pourtant les jeux architecturaux, dans lesquels ce qui a commencé est voué à ne jamais s'arrêter, et ne s'arrête effectivement jamais, afin que l'éternité puisse donner un décor aux rêves qui se déclinent en autant de contes, comme des variations sur les mêmes thèmes, l'éternel bonheur, l'éternelle gloire, le tournoiement éternel des cercles.
Le troisième participant de l'ensemble représenté, la colonne d'Alexandre d'Auguste Montferrand. Après la mort d'Alexandre Ier, son héritier Nicolas Ier trouva nécessaire d'éterniser la mémoire de l'empereur qui avait libéré la Russie et l'Europe de la tyrannie de Napoléon. L'idée de construire une colonne non fixée et sa réalisation appartient à l'architecte de génie Montferrand et à l'ingénieur Pétencourt. La colonne en granit rouge poli pèse environ 600 tonnes. Il fallut planter sous le fondement du piédestal 1250 pilotis longs de 6 mètres. Le monolithe se tient debout sur le piédestal sans aucune autre attache que son propre poids. Les proportions de la verticale, visibles de tous les côtés, constituent le principe de la conception architecturale. La figure d'un ange en bronze, écrasant un serpent avec sa croix, se tient sur la colonne et symbolise la victoire du bien sur le mal. Le visage de l'ange reproduit fidèlement les traits de l'empereur Alexandre Ier. La hauteur du monument est de 47,5 mètres. La Russie reconnaissante au bienheureux Alexandre. Telle est l'inscription que porte une médaille de platine enterrée sous les fondations de la colonne commémorative d'une beauté exceptionnelle. La colonne fut montée sur le piédestal en 1832. Les témoins de cet événement racontent. Sur la place et les rues attenantes, les chevaux, les carrosses, les gens se sont mêlés en un tout. L'état-major fut transformé en amphithéâtre de l'ancienne Rome, capable d'abriter plus de 10 000 personnes. Est-ce que la colonne va s'écrouler ou non, après qu'on enlève l'échafaudage? Dieu nous en garde. La colonne ne s'écroulera pas. Elle s'impose, définie par une verticale, érigeant la Russie à la surface de la terre. « 170 ans ont passé, et jusqu'aujourd'hui, la colonne d'Alexandre relie la terre au ciel. » L'inauguration du monument eut lieu en 1834. Énormes et régulières, les colonnes des soldats russes, comme si elles étaient sorties du sein de la terre, passèrent accompagnées des roulements de tambours. Ce spectacle magnifique et unique au monde dura 2 heures, écrit le poète russe Joukovski, témoin de la procession triomphale de l'armée vainqueur de la guerre patriotique de 1812. Le miracle est accompli, une place magnifique, imprégnée de la puissance de la colonne, s'est étendue en large et en long. Oui, on dirait que la place du palais, en tant que telle, n'existe point, et cela fait son trait remarquable. Il n'y a rien qui soit fermé en soi-même, il y a un mouvement continu de l'espace énorme, qui coule comme les eaux de la Neva, belle et majestueuse. On s'avance vers l'Amirauté en suivant l'écoulement de l'espace, à pied ou à cheval, en tout cas gardant le rythme imposé par la marche. Si l'on tourne le pont du palais, on arrive à la pointe de l'île Vassilievski, mais nous n'accepterons pas cette invitation. Nous avançons toujours en direction de l'Amirauté. Au centre de la façade latérale, il y a un portique à colonnes. Il y a des colonnades à gauche et à droite. Ô Rossi, ô Zakharov, ô grands architectes de Saint-Pétersbourg. Après avoir gagné le jardin d'Alexandre, qui s'étend le long de la façade principale de l'Amirauté, reposez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous à votre aise sur un banc à l'ombre des arbres.
ceux qui ont transformé le Sahara pétersbourgeois en oasis. Je vous présente le 4e participant du spectacle sur la Neva, l'amirauté générale d'Adrian Zakharov. À l'époque du tsar Pierre Ier, l'amirauté était une forteresse, entourée de fossés remplis d'eau du côté du glacis et d'un chantier naval dont les cales donnent sur la Neva. La tour au-dessus de la porte est apparue au début de la construction. Pourquoi ? Pour réjouir la ville. Quand le chantier naval fut transformé en siège administratif, on y rajouta un étage et on installa sur la tour une flèche ornée d'un vaisseau. Qui a besoin d'une entrée d'apparat là où le travail bat son plein? C'est la ville qui en a besoin. La ville, où les principes artistiques s'opposent aux principes utilitaires et sortent vainqueurs de cette rivalité, croyez-y. La tour de l'amirauté, de l'architecte Ivan Karabov, par son aspect extérieur, rappelle le clocher de la forteresse Pierre et Paul. Pourquoi une telle similitude? Pour réunir en un ensemble harmonieux la ville, partagée par la Neva. Le brillant architecte de Pétersbourg, Adrian Zakharov, dont l'inspiration transfigura l'amirauté, débuta à la fin du XVIIIe siècle. Zakharov reproduit les contours du plan de l'ancienne forteresse chantier. Il cache la tour comme une relique précieuse derrière une colonnade décorative, laissant le rayon d'or ouvert avec le vaisseau. Levez-vous, il est temps de commencer notre promenade, lente et solennelle, le long de la façade principale de l'amirauté, étendue sur 400 mètres. Les tilleuls agrandis empêchent d'admirer l'ensemble. C'est pourquoi je vous invite à longer le passage de l'amirauté. Quand la perspective s'ouvrira devant vous, rallumez votre baladeur. Une colonnade, un portique à colonnes, une autre colonnade orne l'aile gauche. L'aile droite est strictement identique, n'en doutez pas. Les architectes classicistes ne désobéissent jamais aux lois de la symétrie. Nous avançons au rythme des axes, des fenêtres et des colonnes. Ce sont des colonnes doriques et non corinthiennes. Les colonnes corinthiennes sont d'une splendeur superflue et les doriques sont plus dignes de l'esprit militaire. Après avoir fait ses classes sur les bancs de la Neva, de l'Europe et de la Russie, les enseignements du passé ont mené Zakharov à la construction de ce chef-d'œuvre. Ne croyez pas que l'ancienne Russie n'y soit pour rien. C'est dans l'architecture de l'ancienne Russie que se cachent les origines de Saint-Pétersbourg. Bien que par son aspect extérieur, l'amirauté diffère des anciens monastères russes, elle leur est intimement liée. L'avez-vous remarqué? Rappelez-vous, les monastères sont entourés de hauts murs. On entre à l'intérieur par des portes surmontées de sortes de tours-églises. Ce n'est pas seulement l'office divin qui purifie les âmes des paroissiens, c'est aussi la beauté des monastères, croyez-le. Ici, c'est la même chose, regardez. La tour au-dessus de la porte de l'amirauté, montant étage par étage, s'élance vers le ciel. Le premier étage est un cube, la préforme qui est à la base de l'univers. Le second étage est une colonnade ionique. C'est un signe de la tradition venant de l'Antiquité gréco-romaine, à travers l'espace et le temps, jusqu'à la culture européenne et jusqu'au présent radieux de Saint-Pétersbourg. Et pour couronner le tout s'élève la flèche dorée, ornée d'un voilier à 3 mâts.
qui a parcouru les espaces-temps jusqu'en ce lieu où la béatitude et la gloire attendent la Russie. Les héros et les divinités, érigés sur la tour, relient les coordonnées spatiales de Pétersbourg aux coordonnées temporelles de la Terre. Aux quatre coins du cube se dressent les héros de l'Antiquité, Alexandre de Macédoine, Achille, Ajax et Pyrrhos. Ils sont l'incarnation de la puissance d'esprit qui offre à la patrie la victoire dans le combat et la gloire. La colonnade est surmontée de statues représentant des divinités. Les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air, la terre, 4 saisons et 4 vents. Il y a la déesse Isis, qui a inventé la construction des navires. Il y a Uranie, la muse de l'astronomie. Alors, arrêtez-vous droit devant la tour et rallumez votre baladeur. L'Attique est ornée d'un haut relief, naissance de la flotte en Russie. Neptune remet à Pierre Ier son trident magique en lui offrant le pouvoir sur les 3 temps. Le tsar Pierre mettra à profit ce don généreux. Ayant rejeté le passé, il sacrifiera le présent de la Russie à son futur, taillé en un tournement selon ses propres mesures. N'accepte pas ce don dangereux, Pierre. Ne l'accepte pas. Tu te crois capable d'un tel exploit? C'est surhumain? Tu ne changeras pas le cours du temps. 6 lauriers, 3 et 3, couronnent les vainqueurs et annoncent la victoire. Au-dessus de l'arc, à gauche et à droite, les déesses ailées de la gloire ont incliné les drapeaux. De part et d'autre de l'arc, 2 groupes majestueux de nymphes des mers, 3 et 3, tiennent les sphères célestes et terrestres. Les nymphes ont un symbole particulier. Dans la vie terrestre, ce sont les femmes qui portent sur leurs épaules le plus grand poids. Car on fait don de la victoire aux hommes, en récompense de leur bravoure à aller mourir sur le champ de bataille. Érigée à la veille de la guerre patriotique de 1812, l'amirauté témoigne. La Russie a remporté la victoire parce que pour les Russes de cette époque-là, 2 notions, la patrie et le peuple russe, n'étaient pas de vains mots. La nouvelle et l'ancienne Russie étaient unies. La tour de l'amirauté est remplie de joie. Elle ne peut pas être remplie de chagrin, car le chagrin éteint la force. Elle affirme une vraie religion russe, c'est la beauté, inséparable du bien. Elle affirme une vraie religion russe, c'est la beauté. Que manquait-il aux Russes éclairés du début du XIXe siècle? La liberté, conséquence naturelle de l'instruction. Et la liberté était inaccessible sous la monarchie absolue. Dirigeons-nous vers la cathédrale Saint-Isaac, le long du jardin d'Alexandre, et arrêtons-nous devant la façade nord de la cathédrale. Saint-Isaac, géant d'Auguste Montferrand, est le 5e acteur du spectacle qui se déroule sur la Neva. Lors de la construction de la cathédrale, le projet de l'aménagement de l'église de Saint-Isaac de Dalmatie a été installé dans l'amirauté.
Cela eut des conséquences fatales. L'ornement sculpturel du bâtiment se révéla non conforme aux dogmes du christianisme. Certaines sculptures ne furent pas installées. On annula les commandes d'autres sculptures. Au lieu des héros de l'amirauté, on voulait élever au ciel des saints. Mais par bonheur, le trésor n'a pas accepté ces innovations. Compatissez-vous avec Zakharov ? Moi, oui. Cube, arc, colonnade, fronton, fronton, colonnade, arc, cube. Pétersbourg est un paradis qui n'existe que pour les dieux, les tsars et les héros. Pour les mortels, le paradis est toujours une tragédie. En 1819, eut lieu la pose solennelle de la première pierre de la 4e, selon un ordre de succession, cathédrale de Saint-Isaac. En 1858, la cathédrale fut baptisée. Sa construction dura 40 ans. Quand vous serez arrivé au point prévu, rallumez votre baladeur. Saint-Isaac, le colosse, comme une pyramide d'Égypte, surgit dans les sables du Sahara pétersbourgeois, a dépassé par sa puissance tout ce que la Palmyre d'Arabie, l'ancienne ruine, aurait pu concevoir dans ses rêves les plus fantastiques. À Palmyre, les colonnes corinthiennes sont hautes de 10 mètres, tandis que celles de 4 portiques du colosse de Saint-Pétersbourg ont une hauteur de 17 mètres. En tout, Saint-Isaac compte 112 colonnes de granit de hauteurs différentes. La hauteur de la cathédrale est de 101 mètres et demi, son poids total de 300 000 tonnes. Saint-Isaac, le géant, ne s'est pas enfoncé dans le marais de la Neva parce qu'il repose sur une plateforme monolithe. Au-dessous sont plantés 10 000 pilotis de bois, longs de 6 mètres et demi. Par-dessus sont superposées 2 rangées de dalles en granit bien accolées, surmontées d'une maçonnerie en moellon. La cathédrale existe depuis 1 siècle et demi et existera toujours en glorifiant l'éternité, comme il le convient aux bâtiments de style empire. Pendant la construction de Saint-Isaac, le brillant dessinateur français Auguste Montferrand devient un grand architecte, parce que tous les architectes de Saint-Pétersbourg, l'ingénieur Bettencourt, le sculpteur Vitali, les peintres Karl Brülow, Fiodor Bruni et d'autres maîtres travaillaient à ses côtés. Со страхом Божиим и верою Pendant les fêtes religieuses, on allumait les flambeaux, soutenus par des anges. Le son des cloches retentissait au-dessus de la terre. Attirés par le son des cloches et par la coupole ressemblant à un casque de géant, les paroissiens venaient de toute la Russie. Ils étaient accueillis par les socles des colonnes de granit. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Avez-vous compris ce dont vous parle la grandeur du temple? Les hommes ne sont rien. Les hommes sont l'écume de mer qui bat contre le rocher, cherchant à amadouer le ciel par ses souffrances. Tout est vanité. Pour le style empire, à l'aide duquel l'empire s'affermit sur la terre, ici,
À ce moment, la vie humaine n'est qu'un fantôme. Всегда, ныне и присно и во веки веков. Pendant les fêtes religieuses, quand les foules se réunissaient devant la cathédrale, les portes s'ouvraient et un vaste espace apparaissait dans la travée. 4 arcs de triomphe le percent de leur puissance. La coupole du ciel déverse une lumière céleste. Des cascades de chandelles, de la dorure, des pierres précieuses, des mosaïques, des fresques multicolores scintillent et colorent la cathédrale. La prière qu'on entend ici s'adresse-t-elle à Dieu ou ne fait-elle que glorifier le tsar du ciel et celui de la terre? Pendant les fêtes religieuses, quand les foules se réunissaient devant les arcs de triomphe à l'intérieur de la cathédrale, la porte d'or de l'iconostase s'ouvrait et au-dessus de la foule des gens venus à l'office apparaissait le vitrail à l'image du Christ Sauveur. On le crucifia pour la rédemption des péchés humains et lui, il ressuscita pour devenir un étranger là où on glorifie les tsars de la terre. Est-ce que le paradis sur la terre ne peut être que l'endroit du malheur pour les hommes? La cathédrale colosse garde le silence et se réjouit de sa force. Regardez le portique du manège de la garde de cavalerie, érigé par Quarenghi, puis retournez vos regards vers la cathédrale et voyez combien le classicisme affirme la place de l'homme dans le monde, tandis que le style empire n'accorde aucune importance à l'individu, parce que c'est un style qui commande les masses, comme le lui impose l'empire, indifférent à tout, sauf à la gloire. Le casque d'or de Saint Isaac, en régnant sur le delta de la Neva, parle avec la coupole du ciel. Au pied de l'église, une autre vie battait et bat son plein. Quelle est cette vie? Allons voir. Saint Isaac trouble l'écoulement de l'espace du Sahara pétersbourgeois, en l'orientant vers la Neva. Rendons-nous à la volonté du colosse. Sortons sur la place où le cavalier de bronze semble se figer dans l'espace. Ou peut-être vole-t-il à travers le temps? Le premier nom de cette place, Senatskaya, place du Sénat, est dû au Sénat qui fut déménagé dans le bâtiment du côté gauche de la place, après l'époque de Pierre le Grand. Après l'installation du monument au tsar Pierre, la place fut rebaptisée Petrovskaya, place de Pierre. Elle recevra son troisième nom, place des décembristes, à notre époque, en mémoire des jeunes généraux de 1812. Revenus de l'Europe, n'ayant trouvé aucune liberté en Russie, ils se réunirent en une société secrète
pour réapparaître plus tard en décembre 1825 sur la place Petrovskaya, qui joua le rôle du calvaire. Voici ce qui arriva. Les jeunes généraux sont entrés dans la voie de la lutte pour la liberté, et ils la suivirent, à l'aveugle, sans bien savoir où aller, sans avoir de but vraiment fixé, sans se rendre compte de la complexité des relations entre les buts et les moyens. Ils la suivirent parce que pour un homme d'esprit libre, le servage est synonyme de mort. Voilà, le plateau scénique est arrangé. Le colosse de pierre est à sa place comme une pyramide d'Égypte. Le moment favorable est venu. L'empereur Alexandre Ier est déjà décédé, mais on n'a pas encore prêté serment à Nicolas Ier. Et dans cet écart entre le déjà et le pas encore, l'éternité regarde Pétersbourg comme à travers une fenêtre. Ça y est. Le 14 décembre 1825 est là. Défendez passionnément la liberté, jeunes généraux. Soutenez la victoire du peuple russe dans la bataille de Borodino. À 11h, le régiment de Moscou arrive sur la place. Le futur empereur Nicolas Ier en personne est debout et voit venir le premier bataillon du régiment Preobrazhensky. Le peuple révolté inonde la place. Vers 4h de l'après-midi, les troupes gouvernementales sont 4 fois plus nombreuses que celles des insurgés. Le régiment rebelle descend sur la glace de la Neva pour aller vers la forteresse Pierre et Paul. Les boulettes trouent la glace et les soldats commencent à se noyer. Vers le soir, le premier jour de la liberté de la Russie prend fin, ayant transformé cette place en calvaire où l'on crucifie les meilleurs. Les jeunes conjurés, qui ont lutté avec beaucoup de zèle pour la transfiguration de l'État, furent envoyés à la potence ou en exil permanent en Sibérie. Par l'édification en 1834 des bâtiments à plusieurs colonnes du Sénat et du Synode, joints par un autre arc de triomphe, Rossi acheva la sortie vers la Neva du Sahara pétersbourgeois qui n'était pas prédestiné pour la vie de l'homme. Je vous présente maintenant l'acteur le plus important, le Cavalier de bronze, qui fut inauguré en 1782. Le monolithe de granit porte l'inscription « Catherine II à Pierre Ier ». Son auteur est le sculpteur Étienne Maurice Falconet. Son élève Marie Collot modela avec excellente maîtrise la tête de l'empereur. Le héros antique, cabrant son cheval au bord du gouffre, montre le chemin destiné à la Russie. Mais ce chemin sera-t-il vraiment le sien? Le tsar Pierre parle à 2 gouffres,
celui du ciel et celui de la mer. Et les gouffres lui répondent. Le ciel compatit avec les Pétersbourgeois. La mer, elle, ne sait pas compatir. Tout ceci a un sens. Alexandre Pouchkine, dans son poème Le Cavalier de bronze, répond. À Pétersbourg, le mal se cache derrière la pourpre. La pourpre est le vêtement solennel des souverains. Pourpre est la couleur rouge la plus pure, couleur de beauté. Le mal est la toute-puissance qui rend impossible le murmure de protestation. À la toute-puissance s'oppose le chaos où tout est permis. La mer gronde, la mer se gausse. Prends garde, Pétersbourg, la nature, y compris celle de l'homme, peut devenir un gouffre qui échappe même au tsar. Il en sera ainsi. Nous quittons le désert de pierre fascinés par sa propre beauté et nous nous dirigeons vers la Neva en jetant un dernier regard sur les pavillons de l'Amirauté. Le rayon vertical se précipite vers le ciel. Cube, arc, colonnade à gauche, colonnade à droite. L'Amirauté est un champ de gloire, affirmant que dans notre univers, la beauté est la forme d'existence de la bonté et de la vérité. L'histoire de Saint-Pétersbourg, elle, nous montre autre chose. La beauté porte en elle le bien comme le mal. Où est la vérité ? Une fois arrivé sur le quai des Anglais, arrêtez-vous en face de l'Académie des Beaux-Arts et rallumez votre baladeur. Un des architectes de l'Académie est Valin de la Motte, qui a aussi construit les jardins suspendus pour la Sémiramis du Nord et qui est ensuite retourné en France. Les sphinx installés sur les débarcadères devant l'Académie des Beaux-Arts sont témoins de ce qui se passe. Les sphinx sont authentiques, provenant de l'ancienne Thèbes en Égypte. On les a fait venir à Saint-Pétersbourg en 1834, 9 ans après les événements décrits. Répondez donc, omniscient. Que représente votre nouvelle demeure ? Écoutez-les. Ils répondent. Pétersbourg est né de l'espace universel, de l'infini des eaux où le ciel se plonge. Pétersbourg est né de la chaleur des cœurs qui tendent vers la béatitude et la gloire de la Russie. Pétersbourg est né de la foi en la force de la beauté qui peut transfigurer le monde et faire croire au bonheur. Si les meilleurs des Russes se sont montrés capables d'une folle protestation, cela veut dire qu'après avoir payé pour leur folie, ils deviendront sages et comprendront ce dont parle Saint-Pétersbourg. La ville essaya de devenir la Venise du Nord. La ville essaya de devenir la Palmyre du Nord. La ville est restée elle-même, un envoyé de l'éternité brillant et tragique. Pétersbourg est la ville sphinx, dont la clairvoyance est si profonde qu'elle ne s'épuisera jamais dans les siècles. Voilà une vérité. Pétersbourg est la ville sphinx, la lumière du soleil au-dessus des eaux.
Alors protégez la ville, citoyens de la Russie. Protégez la ville, hommes de la terre.